Je n'ai pas haussé la voix quand Béatrice est arrivée. C'est ce dont je me souviens le plus clairement, à quel point j'y ai essayé de faire comme si de rien n'était. Il ne restait que 2 jours avant notre mariage à la mairie du 11e arrondissement. Notre nouvel appartement sentait encore légèrement la peinture fraîche et les cartons de meubles non déballés, le genre de chaos temporaire qui, selon notre accord, finirait par se transformer en quelque chose de stable. Julien et moi en avions parlé en détail, de ce que nous allions garder, partager, et ce qui resterait à chacun individuellement. Tout semblait réfléchi et posé. Alors, quand j'y ai ouvert la porte et que j'y ai vu sa mère plantée là avec 2 grosses valises et un bagage cabine en équilibre sur la hanche, mon premier instinct n'a pas été la colère, mais plutôt l'incompréhension. Elle a souri comme si je l'attendais. Derrière elle, Julien est apparu légèrement essoufflé, comme s'il venait de porter quelque chose de plus lourd qu'il ne voulait bien l'admettre. Il a évité mon regard pendant une demi-seconde, juste assez pour que je le remarque, mais pas assez pour une confrontation. « Surprise », a-t-il lancé. Ce mot a résonné bizarrement entre nous. Je me suis écarté, car c'est ce qu'on fait quand quelqu'un a déjà un pied dans votre espace intime. Elle s'est installée avec une aisance des habitués, posant son sac contre le mur, balayant déjà le salon du regard comme si elle en dressait la carte. Julien a commencé à défaire les bagages avant même que je puisse poser la moindre question. Sans drame, sans chercher à attirer l'attention, ouvrant juste silencieusement les fermetures éclairs, déposant des piles de vêtements soigneusement pliés sur notre canapé, comme si tout cela avait déjà été décidé ailleurs, à un moment dont je n'avais pas fait partie. Je lui ai demandé doucement quand cela avait été prévu. Juste pour quelque temps, a-t-il répondu. Elle avait besoin d'un endroit où loger. J'y attendais plus, un délai précis, une discussion, quelque chose qui relierait cet instant aux conversations que nous avions déjà eues. Mais rien n'est venu. Ce soir-là, l'appartement m'a paru plus petit, bien que rien n'ait encore physiquement changé. Elle se déplaçait dans la cuisine comme si elle reprenait ses marques dans un endroit qui lui avait autrefois appartenu. Elle n'a pas demandé où se trouvaient les affaires, elle a simplement ouvert les tiroirs jusqu'à ce qu'elle les trouve. À un moment donné, elle a réorganisé l'étagère aux herbes de Provence et aux épices, pas entièrement, mais juste assez pour que je m'en rende compte en cherchant quelque chose plus tard et que je doive marquer une pause. C'était un petit détail, mais ça m'a trotté dans la tête. J'y ai réessayé cette nuit-là, en lui demandant calmement dans la chambre quel était le plan, combien de temps durerait ce quelque temps. Il a soupiré, sans colère, mais avec une sorte de douce impatience qui m'a donné l'impression d'avoir raté une évidence. « Pourquoi faut-il qu'il y ait un plan ?» a-t-il dit. C'est ma mère. Ces mots n'étaient pas durs, il n'avait pas besoin de l'être. Je n'ai pas débattu. J'y ai hoché la tête parce que je ne cherchais pas à gagner quoi que ce soit, j'y essayais simplement de comprendre ma place. Le jour suivant, l'appartement a changé d'une manière difficile à pointer du doigt. Il n'y a pas eu un grand bouleversement, mais plutôt une multitude de petits ajustements qui ne demandaient aucune permission. Une chaise rapprochée légèrement de la fenêtre, un placard réorganisé, une discussion sur la liste des invités du mariage qui incluait désormais ses opinions, données comme si elles avaient toujours fait partie du processus. Quand je parlais, j'y avais l'impression d'interrompre un mouvement dont la direction était déjà toute tracée. J'y ai remarqué que Julien s'en remettait à elle sans s'en rendre compte, rien de spectaculaire, juste de petits ajustements dans le ton, dans le timing, dans la façon dont il guettait sa réaction avant de me répondre. Ce n'était pas que l'on me poussait vers la sortie, c'est simplement que je n'étais plus au centre de l'attention. Cette nuit-là, je suis resté seul un long moment dans la cuisine après qu'ils se soient tous les deux couchés. Le plafonnier était trop éblouissant, mais je ne l'ai pas éteint car je voulais tout voir clairement. J'y ai essayé d'imaginer le mariage dans 2 jours, la cérémonie à la mairie, les photos, l'attente silencieuse que ce soit le début de quelque chose de partagé, mais tout ce que je pouvais voir, c'était ça, des décisions prises sans moi, un espace redéfini sans concertation, un avenir qui s'était déjà adapté autour de la présence de quelqu'un d'autre. J'y ai alors compris que rien de tout cela ne semblait temporaire, pas parce qu'elle avait défait ses valises, mais parce que lui elle avait fait. Il n'avait pas hésité. Il n'avait rien vérifié. Il ne s'était pas arrêté assez longtemps pour se demander si cela transgressait ce dont nous avions convenu. Il ne s'agissait pas de sa mère ayant besoin d'un toit, il s'agissait de lui décidant que nos limites étaient flexibles quand ça l'arrangeait, et fixes quand c'était important pour moi. C'était la partie que je ne pouvais pas transformer en quelque chose d'inoffensif. Je n'ai pas beaucoup dormi. Au matin, l'appartement était silencieux. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux,
douce et presque indulgente. Pendant un instant, l'endroit ressemblait à ce que nous avions imaginé. J'y ai bougé lentement. J'y ai préparé un petit sac avec juste l'essentiel, sans faire de scène, sans me presser. Je me suis assise à la table un moment avant d'écrire quoi que ce soit. Le mot n'était pas long, il n'expliquait pas tout car tout n'avait pas besoin d'être expliqué. J'y ai écrit que je m'attendais à ce que nous construisions quelque chose ensemble, et non pas à devoir m'adapter à une situation déjà actée, que je ne me sentais pas incluse dans une décision qui modifiait les fondations même de ce à quoi nous étions sur le point de nous engager. J'y ai précisé qu'il ne s'agissait pas de sa mère, mais de lui. J'y ai laissé ma clé sur la table juste à côté. Quand j'y ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas eu l'impression de fuir. C'était plutôt un alignement, comme si mes actes correspondaient enfin à ce que j'y avais essayé de formuler intérieurement toute la nuit. Il a appelé plus tard, plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement, pas par rancune, simplement parce que je n'avais rien de nouveau à ajouter. Quand j'y ai fini par écouter ses messages vocaux, il y avait de l'incompréhension dans sa voix, ni colère, ni même des attitudes défensives, juste une sorte d'incrédulité sincère qu'un si petit détail puisse mener à ça. Encore ce mot, petit. J'y ai alors compris que nous n'étions pas en désaccord sur une situation précise, nous vivions avec deux définitions totalement différentes de ce qui importait vraiment. Le mariage a été annulé discrètement, sans scandale ni drame public, juste une série de conversations qui n'ont abouti à rien qui puisse être reconstruit à temps. Dans les semaines qui ont suivi, les gens m'ont demandé si j'y allais bien. Certains m'ont demandé si on aurait pu arranger les choses. J'y ai répondu avec honnêteté, ça aurait pu être discuté, mais la décision avait déjà été prise. Il y a une différence, et une fois que l'on ressent cette différence clairement, cela ne laisse plus beaucoup de place à la négociation. Je repense encore parfois à ce matin-là, à la lumière, au silence, à la façon dont tout semblait presque inchangé. Cela me rappelle à quel point il est facile pour une situation de paraître stable jusqu'au moment où l'on réalise qu'elle ne l'est pas. Il n'y a pas eu de victoire dans mon départ, mais il y a eu quelque chose de bien plus solide que cela. Je n'avais pas besoin qu'ils le comprennent pour que ce soit réel.